Monsieur, les deux, La si c'est clinique. possible. Non. Le Bah, le cours cas en clinique. clinique, ce serait trop lent. Hein. Mais vous êtes tous présents. Iheb, je vais faire l'appel. Hein. Présent. Lynn, Présente. Mariam, Présente. Amira, Présente. Emna, Il y a un problème de son là, non? Monsieur a un problème de connexion. هاي باش تجي. Oui, وعد. monsieur وعد في الثنية مروحة لسوسة. أما قاعد تسمع فينا تنجم جوست تحكي على ولا؟ الدين على الدين Présente. على الدين présent. شيماء Présente. شهرزاد Présente, monsieur. سارة Présente. هي Présente. فورزين Présente, monsieur. إيمان Présente, monsieur. Monsieur, Emna Mahrzi, monsieur. كان عندي problème de connexion. أمنة محرز أوكي بي دونك إيهاب طيب Présente. مالك Malek, présente. مالك نورتين Présente. أميمة Présente. مالك بلدي مالك بلدي ولا مالك Monsieur Kif, elle est en... monsieur كيف مروحة في الثنية وأما كونكت. بروحوا في الثانية أي monsieur في الواجد ما نجمش نجيو. سون بوست جارد فين مروحين فين كانوا معنا لي جاي لسوسة خاطر monsieur صار كل مرة يقول لنا مرة نقرا ومرة ما نقراوش يا أخي جاي اليوم الصباح من تونس لسوسة دونك أما راهي كونكتي معناها معانا جوست تنجمش تحل الميكرو. أحمد Présent. العيوني عيد الحسن. Présente. مالك أكيد Présente. مالك رامي Présent. أسماء Présente. وميمة Présente. ومريم. Présente. Oui, ok. On va commencer le cas clinique. Donc, vous posez vos questions au fur et à mesure. Hein? Ok. Vous voyez l'écran? Oui, monsieur, Oui. on le voit. Ok. Donc, il s'agit d'un nouveau-né de sexe masculin issu d'une grossesse monofœtale, né à 30 semaines d'aménorrhée par césarienne en urgence pour sauvetage materno-fœtal, le présente une éclampsie, pré-éclampsie, et admis à la naissance pour détresse respiratoire. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez commencer par faire quoi? Déterminer le terme. Donc, le terme, il est déjà donné le terme, c'est 30 semaines d'aménorrhée. Hein? Évaluer la gravité de la détresse. Mais, ok, c'est toujours d'évaluer initialement. Donc, toujours toute détresse respiratoire. Donc, il s'agit d'une urgence vitale. On doit toujours déterminer les signes de gravité de la détresse. Mais, ok, mais pour les intérêts pédagogiques, on va commencer par les antécédents, puis par les circonstances de l'accouchement, puis l'examen. Ok.
OK ou pas? D'accord. Oui, oui. OK. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, hein? On commence par les antécédents familiaux, par exemple de consanguinité ou... Consanguinité. B, vous pensez à quoi? Et Hosn. Oui. Oui, monsieur. Il y a trop de temps de latence. Est-ce que vous me comprenez là? Je vous ai dit, vous avez évoqué la consanguinité. Donc, vous pensez à quoi? Quel diagnostic serait probable en cas de consanguinité et serait responsable d'une détresse respiratoire? Monsieur, les malformations. Les consanguinités vont augmenter les risques, les facteurs de risque de malformation. OK. Donc, comme quoi, les malformations? Comme l'atrésie de l'œsophage. Donc, mais, OK, il y a certains syndromes qui peuvent, comme le syndrome de charge, par exemple, il peut être héréditaire et entraîner une malformation digestive à type d'atrésie de l'œsophage. OK. Hein? Donc, OK, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous allez rechercher? Des antécédents dans la famille de naissance prématurée avec le même tableau. Même tableau. Naissance dans le même tableau. Mais, OK. Sinon, quoi d'autre? Un décès en bas âge. Des décès en bas âge, hein? La fratrie نشوفوا عن قداش عنده أخوه وقداش معناها le dernier, le premier, Hein? Donc, antécédent dans la fratrie, une histoire particulière dans la fratrie. Hein? Comme quoi, man? Des maladies neurologiques. Maladie neurologique, maladie musculaire, hein? Des cardiopathies. En détail la grossesse et les pathologies gravidiques. Vous avez complété les antécédents. C'est ce que ça vous suffit, ça? Déroulement de la grossesse. Vous avez les antécédents. Donc, il faut s'interroger concernant la situation de la mère. L'âge de la mère. Comment? L'âge de la mère. L'âge de la mère, par exemple, bien sûr. L'occupation de la mère, les antécédents médico-chirurgicaux de la mère, les conduites et les conditions socio-économiques sont très importantes. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle ne travaille pas? Est-ce qu'elle consomme des produits illicites? Est-ce qu'elle est tabagique? Est-ce qu'elle... C'est tout ça. Est-ce qu'elle présente des maladies chroniques? C'est important. Est-ce qu'elle est déjà diabétique type 1, par exemple? Est-ce qu'elle présente une hypothyroïdie? Est-ce qu'elle présente une maladie auto-immune dans la famille? Tous ces antécédents doivent être recherchés. Là.
les antécédents, le père, l'occupation du père, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, l'âge, est-ce que il y a une consanguinité, vous l'avez déjà évoqué, y a-t-il une infertilité, tous ces facteurs de risque et ces antécédents peuvent nous mettre sur une piste pour voir la cause et l'étiologie de la détresse respiratoire. Donc, il s'agit le père est âgé de 45 ans, en bon état de santé, il s'agit d'un ouvrier. La mère, elle est âgée de 42 ans, J4P3A1, en bon état de santé, femme au foyer, elle n'est pas tabagique, elle n'a pas d'alcoolisme. Il n'y a pas de consanguinité et ils ont 2 enfants en 6 et 10 ans en bon état de santé. Mais, donc, on va s'intéresser ensuite à l'histoire de la grossesse. Donc, qu'est-ce que vous allez demander à la mère? Mariam Othman. Il faut savoir le déroulement de la grossesse, s'il y a une surveillance échographique, sérologie, torche. Ben, ok. S'il y a diabète gestationnel, HTA gestationnel. Donc, si vous avez évoqué les échographies, non? Mais oui. Combien on fait d'échographies normalement? Systématiques, sont obligatoires? 3 échographies précoces. Donc, écho précoce, écho morphologique et l'écho de le 3e trimestre. Mais ce nouveau-né, les 30 semaines, non, il n'a pas atteint jusqu'à là le 3e trimestre. Donc, l'écho précoce va montrer, qu'est-ce qu'il va montrer? S'il y a des malformations. L'écho précoce. Retard de croissance. Non. L'âge gestationnel. L'âge gestationnel, daté exactement l'âge gestationnel, ok. Hein? S'il y a présence d'hydramniose. C'est pas l'écho précoce. Hein? Donc, l'écho précoce va déterminer l'âge gestationnel exact. Est-ce que c'est une grossesse monofœtale ou grossesse multiple, mono ou bicoriale ou la monocoriale biamniotique, la chronicité, et va calculer la clarté nucléaire, l'épaisseur de la clarté nucléaire. Donc, surtout que c'est une hémorragie, non? Oui, il y a un risque des aberrations chromosomiques. Donc, on va détecter ce risque qui est plus important si l'épaisseur de la clarté nucléaire est plus importante. Donc, ça expose, ça multiplie le risque des aberrations chromosomiques et des malformations fœtales. B, ok. Sinon, l'échomorpho. Recherche des malformations. Très bien. B, donc, l'échomorphologique, elle va voir les différents organes et se sont malformés ou pas. Cerveau, cœur, poumon, les intestins comment ils sont. Y a-t-il des malformations des mains, immobilisme fœtal. Tout elle est capitale dans la prise en charge du fœtus. Donc, quelles sont les malformations qui peuvent entraîner une détresse respiratoire à la naissance? Atrésie de l'œsophage, atrésie de Cohen. Donc, l'échomorphologique, il aura des signes indirects de l'atrésie de l'œsophage. Qu'est-ce qu'elle va montrer, l'échomorpho? Hydramniose. Oui, elle va montrer l'hydramniose. Quoi encore? Hypoplasie ou la agénésie pulmonaire. Non. L'atrésie, donc, c'est un obstacle. Donc, tout ce il y aura un excès de liquide et un estomac qui n'est pas bien vu, qui est petit.
car le liquide ne circule pas dedans. Sinon, quoi d'autre peut montrer les comorphos? Shaima. L'image liquidienne du bout de l'œsophage. L'image liquidienne? Liquidienne du bout de l'œsophage. Comment ça, l'image liquidienne du bout de l'œsophage? Tu veux dire le cul-de-sac supérieur? Oui. Donc, sinon, on a passé l'atrésie de l'œsophage. L'atrésie de l'œsophage, les signes indirects sont une hydramnios et un estomac qui n'est pas bien vu. Hein? Ok. Quoi d'autre? Shaima, Ruiz. Shaima, vous êtes présente ou pas? Oui, oui, je suis présente. Oui, j'ai posé une question. Pas encore. En cas d'hernie diaphragmatique, qu'est-ce qu'elle peut montrer les comorphos? Mariam, hein? Abdouli. Mariam. Oui, monsieur. Oui, donc. À part l'hydramnios, je ne sais pas. Donc, s'il y a une hernie diaphragmatique, les intestins seront où? Ah, dans le thorax. Intrathoracique. Le morphologique va montrer des intestins qui sont au niveau du thorax. C'est pas compliqué là. Avec un estomac qui n'est pas vu, non vu. Il n'est pas en place. Souvent, la mère amène un compte rendu de morphologique qui est seulement écrit estomac non vu. Pourquoi elle n'est pas vue? Soit elle n'est pas bien développée à cause de notre atrésie de l'œsophage, soit qu'il n'est pas en place. Elle est au niveau du thorax. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu l'estomac. Donc, l'échomorpho déjà peut nous donner une étiologie de cette détresse respiratoire qui est l'hernie diaphragmatique. C'est très évident, là, c'est simple par l'écho de vérifier l'emplacement des intestins, ceux qui sont au niveau du thorax, c'est simple. Donc, dans ce cas, la prise en charge en stade de naissance, comment elle sera? Il y a une notion d'hernie diaphragmatique. Intubation. Intubation d'emblée. C'est une indication, s'il y a notion d'hernie diaphragmatique, on va d'emblée intuber notre malade en stade de naissance, quel que soit. Mais, dis-moi si au même, pourquoi on va intuber notre malade en stade de naissance? Au même, dis-moi si. Oui, monsieur. Ouais. Car la ventilation par masque est interdit, contre-indiqué. Et pourquoi c'est contre-indiqué? Allez, rapidement, allez. Qui c'est? Par la pression, ça peut aggraver l'hernie. Car la ventilation sous pression peut aggraver l'hernie. Peut aggraver l'hernie. Comment ça? Passage de l'air dans L'extension de l'estomac en intrathoracique. Le doigt est par là. Il demande la permission. Donc, si le bébé va respirer spontanément ou soit qu'il est ventilé au masque, il y a un certain pourcentage d'air qui va passer dans les intestins.
qui sont au niveau du thorax. Ces intestins vont être distendus par le gaz et de l'air qui y passe. Il va comprimer le thorax contre le thyroïde et le cœur. Donc, c'est pour ça qu'on doit systématiquement intuber le patient avant le premier cri pour qu'il ne gère pas de l'air. Ils distendent les intestins qui sont au niveau du thorax et ils vont comprimer le poumon, le cœur et tout ce qu'il y a au niveau du thorax. Donc, ok, passons. Après ça, l'échomorpho peut montrer quoi? Nurseen, Nurseen. Oui, monsieur. Oui. L'échomorpho, qu'est-ce qu'on peut montrer aussi? Pour montrer des malformations cérébrales qui vont induire un problème de la commande nerveuse et le bébé sera en apnée. Si le bébé présente une immobilisme fœtal avec des formations des membres et ça oriente vers une anomalie musculaire. Maladie inerte, par exemple. Ok. Sinon, l'écho T3, l'échomorpho, après ça, l'écho T3. Quoi encore? Donc, le suivi. Les sérologies. Sérologie. Anamnèse infectieuse. Donc, il faut différencier. Tu as واحد يقول لي sérologie وواحد يقول لي anamnèse infectieuse. Les sérologies, on entend par ça, on sous-entend quoi par les sérologies? Sérologie torche. Sérologie torche, donc ils vont induire quoi? Les photopathies. Les embryophotopaties. Très bien, ils vont donner des embryophotopaties, des malformations cardiaques, pulmonaires et squelettiques et des malformations cérébrales. Mais lorsqu'on parle d'anamnèse infectieuse, on s'entend par des infections bactériennes qui surviennent en pernatal. Vous m'avez compris ou pas? Oui. Oui. Donc, par exemple, une infection urinaire chez la mère. Ce n'est pas une embryophotopathie, mais elle peut induire une infection maternelle-fœtale, un PV positif. Donc, tout ça doit être cherché. Donc, après les sérologies. S'il y a diabète gestationnel ou HTA gestationnel. Donc, ça, on a le diabète gestationnel. Donc, diabète gestationnel expose à des malformations. Ok, très bien. Donc, expose à l'hydramniose. Le diabète gestationnel peut induire une macrosomie, un traumatisme obstétrical, c'est l'hypervoie basse. Certaines césariennes, donc certaines mères porteuses d'un diabète gestationnel sont programmées pour un accouchement à terme de 39 semaines, en dehors de travail. Systématiquement, ils vont indiquer l'accouchement. Dans ce cas, ils seront exposés à une maladie qui est détresse respiratoire transitoire. C'est bien, la détresse respiratoire transitoire. Donc, ce sont des facteurs de risque. Le diabète gestationnel va augmenter les risques de malformation et de détresse respiratoire transitoire et l'hydramniose. Mais, ok, je R. Diabète toxémie gravidique, ok, c'est une maladie mère qui est césarisée en urgence pour prééclampsie. Elle est porteuse de toxémie gravidique. Ok, sinon, je R. Je teste. La recherche d'une notion de souffrance fœtale. Mais c'est l'histoire de la grossesse. Mais ما وصلناش البيبي باش نقولوا له ايش عنده. Donc, je Il y a prise médicamenteuse.
Prise médicamenteuse par la mère. Très bien. OK. Certains médicaments peuvent aider une sédation et un trouble neurologique à la naissance ou peuvent être tératogènes et induire de malformations. Et des médicaments qui sont interfèrent avec l'hémostase et induire un syndrome hémorragique. OK. Quoi encore? Prise médicamenteuse. Un geste au cours de la grossesse, par exemple, amniosynthèse ou amniosynthèse. Qui peut orienter vers une infection ou amniosynthèse. L'amniosynthèse, pourquoi elle sera indiquée? Dépistage antinatal de maladies familiales ou aberrations chromosomiques. Donc, la mère, elle est âgée de 42 ans, non? Oui. Donc, ça expose à des aberrations chromosomiques. Donc, on doit proposer à la mère un triple test. Ce triple test qui est constitué de bêta-HCG, l'alpha-phytoprotéine et l'estradiol, à partir de ces hormones, l'AFP, ils vont déterminer un score. S'il est élevé, donc il y a un fort risque d'aberration chromosomique et de maladie congénitale, donc ils vont indiquer une amniosynthèse. L'amniosynthèse va être... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, monsieur. L'amniosynthèse, pour rechercher une aberration chromosomique, aussi on a des suspicions diagnostiques, on va vers la biologie moléculaire et rechercher un gène défectueux. OK? Oui. Mais, donc, l'amniosynthèse et le triple test n'ont pas été faits. Quoi encore? ECB. Mais tout ce qui est en rapport avec l'anamnèse infectieuse. Donc, on va regarder s'il y a un prélèvement vaginal qui a été fait. Est-ce qu'un bilan infection a été fait? Et je vous dis que c'est une mère qui est toxémie gravidique. Donc, on doit s'interroger sur la prise en charge de cette mère. Est-ce qu'elle est hospitalisée? Est-ce qu'elle n'est pas hospitalisée avant l'accouchement? Est-ce qu'il y a un RPM ou pas? Etc. Donc, il faut s'interroger sur les circonstances au cours de la grossesse. Qu'est-ce qu'il y a les incidents au cours de la grossesse? Donc, qu'est-ce qu'il peut survenir au cours de la grossesse? Imen, hein? Oui, monsieur. Oui, je me suis dit. Des pics extensifs. Mais, pour avancer, il s'agit donc, voilà. Donc, c'est une mère qui, la grossesse est suivie à raison de 4 consultations périnatales. Le groupe sanguin est très important, là. C'est très important. Il est inconcevable et inadmissible de ne pas avoir un groupe sanguin chez la mère. En fait, son groupe sanguin est au négatif. Ou l'arrêt, il n'est pas fait. Le triple test en fait, l'échographie précoce faite conforme au terme, l'échographie morphologique est sans anomalie, les séries ont été faites, l'antigène HPS est négatif, le syphilis négatif, rubéole, immunité résiduelle, et toxoplasmose, immunité résiduelle. Dépistage diabète gestationnel a été fait et est revenu normal. La patiente a été admise à 29 semaines d'aménorrhée pour pré-éclampsie et a été mise sous l'oxyène. La corticothérapie anténatale a été reçue, une cure de bêta-méthazone. Donc, devant toute prématurité, grande prématurité inférieure à 32 semaines, il faut rechercher est-ce qu'il y a une corticothérapie reçue ou pas? Pourquoi? La maladie Accélérer la maturation du surfactant.
Ok, c'est impératif qu'on doit rechercher ça et devant toute menace d'accouchement prématuré inférieur à 32 semaines, il est obligatoire de donner à la mère la corticothérapie pour accélérer la maturation pulmonaire et prévenir ou diminuer le risque de maladie de membrane hyaline. Ok, donc la mère elle présente un PV positif Escherichia coli. Elle a été mise sous clamoxyl péros. Donc, est-ce que c'est normal? Non. Donc, le traitement d'une infection vaginale, il faut qu'elle soit quoi? Sarah. Oui, monsieur. Donc, est-ce que c'est une antibiothérapie adéquate? Non. Alors, je ne me rappelle plus l'antibiotique à donner. Donc, normalement. c'est un prélèvement vaginal de la mère. Donc, l'antibiothérapie doit être administrée 4 heures avant l'accouchement par voie IV. Donc, c'est une antibiothérapie non adaptée. OK? D'accord. Donc, pour dire que l'antibiothérapie elle est efficace, le nouveau-né doit recevoir au moins une dose 4 heures avant l'accouchement. Mais donc, à 30 semaines d'aménorrhée, elle a présenté une rupture prématurée et prolongée de membrane, plus de 24 heures, avec une souffrance fœtale et chiffre tensionnel élevé. Bien, donc, quelle est l'histoire de la grossesse? Hein? Donc, شنو بتسألوا تو؟ Le déroulement de l'accouchement. Déroulement de l'accouchement. Très bien. Déroulement de l'accouchement. Mais, en fait, شنو بتسأل في l'accouchement؟ شنو بتسأل؟ اسمع دحمان. voie basse ولا césarienne? Ben, c'est une césarienne. Hein? C'est une césarienne en urgence pour prééclampsie, hein? Souffrance fœtale et maternelle. Sauvetage materno-fœtal. Hein? Le score d'Apgar. Les conditions de l'accouchement. Comment? Les conditions de l'accouchement. طقس معناتها شو من les conditions للوجع؟ la mère معناها l'état متاعها. Elle présente des chiffres tensionnels élevés. Une prééclampsie. La mère, elle a une éclampsie. Prééclampsie. Ou le nouveau-né présente une souffrance fœtale. Donc, vous devez rechercher à la naissance. Notion d'inhalation du liquide amniotique. أول حاجة تو هيك تبدأوا بالinhalation du liquide amniotique. Donc, première chose, c'est le score. Silverman. سكور d'Apgar. شكون نجم يقول له شنو سكور d'Apgar؟ آيات الحسن أي شنو سكور d'Apgar؟ Le score d'Apgar, il évalue la respiration, l'état, la coloration des téguments, la fréquence cardiaque, le cri, s'il y a un cri ou pas. Cri. La respiration, la fréquence cardiaque, la coloration des téguments. B. Donc, le score d'Apgar, donc, il y a 5 items. Donc, vous avez dit la respiration et la respiration et la fréquence cardiaque, s'il y a un cri, la vivacité, s'il y a un cri ou pas, la coloration des téguments, s'il est cyanosé ou il est
La couleur est... Et le tonus. Et le Qu'est-ce que- tonus. En fait, il y a un terme mnémotechnique. C'est une phrase, donc, caresse ton col rouge. Donc, K, c'est cardiaque, res, c'est respiratoire, tonus, col, c'est le cri, et rouge, c'est la réactivité. OK? D'accord. Qui peut me répéter ça? Lina, Le score d'Apgar, caresse ton col rouge, K pour cardiaque, RES pour respiratoire, TO pour tonus, col pour la coloration et enfin la réactivité. très bien, très bien. Donc, on va évaluer le score d'Apgar. Donc, quoi encore? S'il y a atrésie de couronne, atrésie de l'œsophage, test à la seringue. Mais il y a certains gestes qui sont obligatoires. Donc, vérification du couronne, vérification de l'œsophage et vérification de l'anus. OK. 3 gestes systématiques et médico-légaux à rechercher, à faire. Mais sinon, liquide amniotique, ça vous n'intéresse pas? Si le couleur, quantité et l'odeur. Couleur, quantité et odeur, c'est systématique. Donc, on doit toujours chercher. S'il y a une draméniose, oriente vers certaines pathologies. S'il est teinté, ça oriente vers une souffrance fétale ou méconiale. Et si son odeur est fétide, ça oriente vers une infection. C'est très important. En fait, l'étiologie et le diagnostic de cette détresse, ça va être recherché à travers l'anamnèse et les circonstances de l'accouchement. Il ne faut pas chercher midi à 13h. Si c'est un prématuré avec, on va suspecter la mamage et l'infection maternelle-fœtale. Si c'est un nouveau-né à terme avec post-mature et il pèse 4 kg, il a présenté une souffrance méconiale, c'est l'inhalation de méconiale, etc. C'est très important, cette anamnèse, et de chercher les circonstances de l'accouchement et les antécédents au cours de la grossesse. OK? Donc, liquide méconial, le score d'Apgar, quoi encore? Dextro. Dextro, OK. Hein? Hypothermie. B, OK. Donc, il s'agit d'un accouchement par césarienne, liquide amniotique, il est teinté en quantité normale et d'odeur fétide. L'Apgar est 6,77. Donc, devant la souffrance et la préclampsie, on doit systématiquement faire un gaz de sang pour agir d'une asphyxie périnatale. Le pH était à 7,2, PCO2 56, PO2 45 et ratio à 15. Les bases XS ici étaient à 11, moins 11. Donc, Jahrazed, interprète ce gaz. Acidos, pH 7,2 bas, acidos. OK. Acidose métabolique. OK, c'est une acidose métabolique qui témoigne de la souffrance fœtale. Mais le poids, il est à 1,8 kg et la taille est 45 cm, le PC 32 cm. Donc, il est eutrophique pour le terme, ce bébé. Donc, voilà le bébé à l'admission. Hein. Cyanose. C'est une vidéo, en fait.
Mais, ok, hein. Amérique acquis, hein. Donc, Oui, mais Mélek, hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette dresse? comme un tirage xiphoïdien. Un tirage. هيك قلنا لكم احنا Un entonnoir xiphoïdien. entonnoir xiphoïdien. Ben, hein? Donc, on va, qu'est-ce qu'on va faire calculer donc chez ce nouveau-né? Le score de Silverman. Score de Silverman. Ben, واحد هي. شنو هو السكور دو سيلفرمان هي؟ Monsieur Watt, قلنا لك elle est en route. Elle est en route, واحد. Oui. آمنة. Oui, monsieur. Le score de Silverman évalue la respiration du nouveau-né. Très bien. Et on parle. Pour ce nouveau-né. Et chaud, ce score de Silverman, qu'est-ce qu'il comprend comme item? Les signes de lutte, la présence d'un tirage. Par définition, le score de Silverman, elle va déterminer les signes de lutte. Donc, et détresse respiratoire est définie par quoi? Détresse respiratoire par la difficulté de respiration. Mais non, cliniquement... C'est alors modification de la fréquence respiratoire et signes de lutte respiratoire. Les signes de lutte respiratoire qui sont évalués par le score de Silverman. Donc, la détresse respiratoire, c'est une difficulté respiratoire et qui va entraîner une hypoxie et anomalie d'exigence gazeuse. Ce score cliniquement, on a trois signes. La fréquence respiratoire qui peut être augmentée ou abaissée, ou elle peut être régulière et elle peut faire des apnées ou des gaspes. On a la cyanose. Il faut différencier entre cyanose centrale et cyanose périphérique. La plus importante, c'est la cyanose centrale. Donc, c'est une couleur bleutée des téguments, donc le visage et péribucal et la langue. Et les signes de lutte qui sont déterminés et évalués par le code de Silverman, qui comprend lui-même 5 signes, 5 items qui sont quoi? Les signes de lutte, un balancement thoraco-abdominal, le tirage. Tirage quoi? Tirage intercostal. Ouais. L'entonnoir xiphoïdien. Ouais. Le battement des ailes du nez. Ouais. Et le gênement. فما حتى لنا un acronyme une technique, une astuce mnémotechnique. On va dire que le bébé tire en geignant. Bébé tire en geignant. B, c'est battement des ailes du nez. Le deuxième B,
c'est le balancement thoraco-abdominal. En, c'est l'entonnoir exifudien. Tire, c'est le tirage. Ou géniant, c'est le géniement. فهمتوني شنو نقصد ولا لا؟ Oui. Non. Bébé tire en géniant. Donc, c'est pour faciliter la mémorisation du score d'Apgar, hein, du score de Silverman. Donc, il est que côté des zéros, ce n'est rien. Et 1, c'est le signe est modéré. Et 2, c'est le signe est très important. Okay? Donc, le score de Silverman est côté de 0 à 10. Donc, pour notre BV, qu'est-ce qu'il a? Il y a un gênement expiratoire audible. Donc, C2, audible à distance. Le gênement, il n'y a pas de gênement, c'est 0. Si le gênement est audible aussitôt, c'est 1. Et si le gênement est audible à distance, c'est 2. OK. Hein? Il y a un entonnoir exifudien. Entonnoir exifudien qui est marqué. C'est très impressionnant. Hein? C'est un entonnoir exifudien marqué. C'est 2. Vous voyez l'entonnoir? Ah. Hein? Balancement thoraco-abdominal, score 2. C'est très bien. C'est un balancement thoraco-abdominal qui est très important. Normalement, lorsque le bébé, la respiration normale, comment elle se fait? Lorsque le bébé inspire, il va remplir ce thorax d'air. Donc, il y a un soulèvement de thorax et le diaphragme sera abaissé et va comprimer l'abdomen qui sera bombé. Normalement, donc, si le bébé, s'il respire quel moment, on verra que le thorax et l'abdomen se soulèvent en même temps. Si cette synchronisation lors de la respiration n'est plus, donc on verra que le thorax il s'abaisse et l'abdomen se soulève. OK? فهمتوا ولا؟ Oui. Donc, قلنا entonnoir exifudien marqué, balancement thoraco-abdominal marqué et gênement audible distance qui est important. Donc, شنو ناقص؟ Oui, c'est bon, ça fait Battement des ailes. Tirage intercostal. Mais le battement des ailes n'est pas très marqué. Alors, hein? Et le tirage, c'est intercostal, même pas. C'est pas très important. Non, c'est un score à 8. Oui, très bien. C'est un score à 8. En plus, vous voyez que le bébé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hypercalorie. Non, il n'y a pas d'hypercalorie. Hein. Donc, parfois, il fait des pauses. Il ne respire plus. Comme si il ne respire plus. OK. Donc, Oui. je vais vous شو آخر في l'examen on va devoir chercher hein? Les signes de gravité. Les signes de gravité, comme quoi? Altération de l'état hémodynamique. Oui. Altération de l'état de conscience. L'état de conscience et Fréquence respiratoire inférieure à 20 ou supérieure à 80 cycles par minute. Oui. Les indices d'épuisement, irrégularité de respiratoire comme les pauses et les gaz. OK. Donc, en fait, chaque item possède ses propres signes de gravité. La fréquence respiratoire, si la fréquence respiratoire est supérieure à 80, c'est un signe de gravité. Si elle est inférieure à 30, c'est un signe de gravité. Et
si le présente des apnées ou des pauses respiratoires ou des gaz, ce sont des signes de gravité. Ok, la cyanose possède ses propres signes de gravité. Donc, si la cyanose est réfractaire sous oxygène dibilibre, c'est un signe de gravité. Ok, le signe du lutte, un score de Silverman supérieur strictement à 6, c'est un signe de gravité. S'il y a altération des échanges gazeux, donc une PaO2 inférieure à 60 avec une FiO2 supérieure à 60, c'est un signe de gravité. Une PaCO2 supérieure à 60, c'est un signe de gravité. Et puis, les différents organes nobles, l'état hémodynamique, l'état de conscience, et c'est ça. Ok. Oui. Mais l'examen de notre patient. Hein. Donc, notre patient a un score de cerveau à 8, sa fréquence est à 65 et présente des pauses respiratoires. L'auscultation est libre, il n'y a pas de souffle cardiaque. La fréquence cardiaque elle est à 135 battements par minute. Le TRC est à 4 secondes. Et tension, comme vous voyez, 50 sur 25, moyenne à 32. Le foie, elle est à 2,5 cm de rebord costal. La rate, elle est non palpable. Il a une légère hypotonie axiale et hypotonie périphérique. Et le dextro est 0,3 g par litre. Et la température est à 35,6. Donc, qui peut m'interpréter cet examen hein? وماي خليفة ومايمة. Donc, les nouveau-nés, il est en hypoglycémie. Oui, il est en hypoglycémie. En hypothermie. En hypothermie, oui. Pas de viscéromégalie. Fois 2,5 cm, c'est pas une viscéromégalie. Hein. L'hypotomégalie et pas d'esplénomégalie. Donc, chez le nouveau-né, on calcule la distance du bord de foie par rapport au rebord costal. On ne calcule pas une flèche. Hein. Ce n'est pas une flèche au niveau, chez le nouveau-né, chez le nourrisson et les enfants. On va calculer le débord de foie par rapport au rebord costal. Si elle est supérieure à 2 cm, c'est une hépatomégalie. OK. Oui. l'examen. Il est tachycarde avec TRC allongé. Fin trafic tachycardie, 135 il est tachycarde. Donc la fréquence normale chez le nouveau-né est entre 100 et 160. Hein. C'est pas une tachycardie ça. Hein? Oui, au même comme. Fréquence respiratoire supérieure à 60. TRC 4 secondes. TRC 4 secondes, elle est bien. Allongé, supérieur 3 secondes. Ok, hein, comme. Pas de souffle, c'est qui non en faveur d'une cardiopathie. Qui fait chez absence de souffle n'est pas en faveur de l'absence de cardiopathie. Là. Il y a certaines cardiopathies qui ne soufflent pas. Ok, ça n'élimine en rien une cardiopathie. Le corps, lors des transpositions des gros vaisseaux, il y a une anomalie cardiaque, les gros vaisseaux sont transposés, l'aorte sort du ventricule droit et l'artère pulmonaire du ventricule gauche, et ça ne souffle pas. Et l'enfant, il est cénosé. Ok. Ok. Mais, donc, je dois dire. وشكون اللي في السيرفر المناويت عجبك
فوش. فهمتي؟ صفحة على ورا وصلت للشابيتر ولا مازلت؟ لا ما فهمناش سكور سيرفايونس مش محطوط معناها مسيو ماشي كود سوبرمان مش محطوط. Score de Silverman supérieur à 6, c'est un signe de gravité. C'est un signe de gravité. ما وصلش الورقة يا مؤمن. Il présente plusieurs signes de gravité, entre autres le trouble neurologique. Il présente une légère L'hypose respiratoire. L'hypotension. On a un Silverman supérieur à 6, c'est un signe de gravité. Les pauses respiratoires sont des signes de gravité. Le TRC allongé, c'est un signe de gravité. Et les légères l'hypotonie axiale et tresse neurologique, c'est un signe de gravité. Ok. Et là, déjà, l'aspect il est grave, ce bébé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Gaz de sang. Intubation. Indication et une ventilation assistée. Très bien. Si on a plus de deux critères de gravité, c'est l'indication d'une assistance ventilatoire. Ok. Donc, devant tout nouveau-né en stress respiratoire, on doit évaluer, on doit faire le diagnostic de cette détresse et évaluer sa gravité. Ok. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire on va prendre en charge le nouveau-né. On va initier un traitement symptomatique. Et puis on va le surveiller et après on va entamer Donc, quoi consiste ce traitement? Le traitement symptomatique, on va tout d'abord désobstruer les voies aériennes supérieures du nouveau-né. On va le placer dans un incubateur bien positionné. On va vider son estomac à l'aide d'une sonde gastrique qu'on doit introduire par la bouche puisqu'il respire par le nez. Et puis, on va initier l'oxygénothérapie. Mais comment vous allez le positionner? Il doit être couché sur le dos et la tête sur le côté. Mais donc on va mettre le nouveau-né dans un incubateur. Pourquoi? Pour éviter l'hypothermie. Pour éviter l'hypothermie. En plus, l'incubateur il est transparent et le nouveau-né est dévêtu. Pour à tout moment surveiller les signes de lutte. C'est important que l'incubateur, c'est très important de le mettre dans un incubateur pour la surveillance et pour le thermie. Donc, éviter le stress et thermique. Ok. Donc, l'incubateur doit être humidifié et chauffé. Ensuite, on doit positionner les bébés au niveau en décubus dorsal, tête en position neutre et mettre un buyot sur les épaules. Ok. Oui. Donc, mettre un buyot sur les épaules. Ensuite, on va mettre une sonde gastrique pour vider l'estomac, car plus le nouveau-né est polypnéique, plus il va ingérer de l'air, plus la distension de l'estomac sera plus importante, et il va gêner la dynamique respiratoire. Ok. L'estomac la sonde gastrique va nous permettre de diminuer la détresse respiratoire en améliorant la dynamique respiratoire. Il va être utile après dans la pratique de la radiothorax, si elle arrive jusqu'à l'estomac, elle va éliminer le diagnostic de quoi? Atrésie de l'œsophage.
prise de l'œsophage. Mais toujours, il faut maintenir, après, tête soulevée, ça marche, position neutre. Donc, soulevé de 30 degrés. Si elle a besoin, on va mettre l'oxygénothérapie, l'assister sur le plan ventilatoire, maintenir un état hémodynamique correct. Donc, s'il a besoin de drogue, on va le mettre sous drogue. Assurer les apports caloriques suffisants, perfusion hydrique et calorique et corriger l'hypoglycémie de ce patient. Et donc, on va mettre quoi donc pour assurer l'apport calorique suffisant? Un apport calorique suffisant. G15. Sérum glucosé. Par quelle voie? En IV. Intraveineuse. Oui, donc, voie veineuse périphérique, quoi, je n'en ai. Voie veineuse périphérique, c'est non amélioré, on fait cathé central. Donc, on a la facilité chez nous de mettre un cathé bio-ombilical. Il faut mettre une voie solide et centrale. Dans ce cas, c'est une tresse aspiratoire grave. Il ne faut pas chercher à mettre une voie et attendre qu'elle saute. Donc, il faut mettre une voie centrale solide. Ok, la voie périphérique peut s'infiltrer à tout moment. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre un cathé bio, cathé de la veine ombilicale, cathérèse de la veine ombilicale. Ok. Donc, quoi encore après ce traitement symptomatique? Démarrer l'enquête étiologique. Avant de démarrer l'enquête étiologique, on va traiter et on va surveiller le malade. On doit mettre un scope, le mettre ce scope, surveiller de la température, surveiller de la dextro pour qu'il ne reçoive pas, surveillance de la saturation, de la fréquence cardiaque, surveillance de la tension artérielle, etc. Donc, il faut surveiller la fréquence, tension, TLC de ce patient, la diurèse, la fréquence respiratoire, le signe de lutte, la saturation de l'O2, l'état neurologique, il peut converser ce bébé. Il peut tout faire. Donc, surveiller la température et les dextro. OK? Mais après avoir stabilisé notre malade, on va entamer l'enquête étiologique. Mais quels sont les diagnostics chez notre malade? Quels sont les diagnostics probables et probables? Maladie des membranes hyalines, puisque Très bien. Il est Le premier... maturité, donc la maladie des membranes hyalines, c'est à évoquer en premier lieu. Très bien. Donc, le premier diagnostic à évoquer dans ce contexte de prématurité et de c'est la maladie des membranes hyalines. Mais, donc, il faut savoir que la corticothérapie, c'est pas un traitement curatif. C'est un traitement préventif et il ne va pas prévenir à 100% la maladie de membrane hyaline. Il va diminuer les risques le risque de survenue de maladie de membrane hyaline, soit par sa fréquence, soit par sa gravité. OK? Oui. مش قادر خذي كورتيكوثيرابي انتيناتال معناتها راهو مش باش يطلع ما عندوش ماماج. Mais il faut toujours donner la corticothérapie خاطر la fréquence نتاعها باش تنقص ولا sa gravité باش تنقص زاده. Donc si il y aura si on va donner le corticothérapie anténatale, ok? D'accord. Sinon, le deuxième diagnostic à évoquer dans ce contexte, non? Infection. Inhalation du liquide méconial. Le liquide méconial, le liquide clair. Donc, l'infection, vous avez une anamnèse riche, anamnèse infectieuse riche. Chenille. PV positif à Escherichia coli, pas de réception d'antibiotiques 4 heures en IV. Adéquate. En plus, liquide amniotique et les d'odorphytite.
وفما فما الار بي ام ريبتور برونجي هوموغان زاد. دونك عندكم البي في بوزيتيف avec une antibiothérapie inadéquate, عندكم الار بي ام et liquide amniotique fétide. وفي l'examen clinique il est en détresse respiratoire, il est symptomatique et en plus vous avez un foie à 2,5 cm. Le foie à l'hépatomégalie est provocateur d'infection aussi. Ok. شنو آخر diagnostic? L'hypoglycémie. L'hypoglycémie et l'hypothermie. Mais dans ce contexte, il faut savoir que l'hypoglycémie et l'hypothermie sont des facteurs aggravants. Ne sont pas eux-mêmes responsables de cette détresse. Ok, ça peut ils peuvent être des diagnostics, mais dans ce contexte de grande prématurité et de stress aussi sévère que ça, donc le diagnostic d'hypoglycémie et d'hypothermie, c'est très peu probable. Mais c'est plutôt des facteurs aggravants de la détresse. Ouais. Il présente une hépatomégalie. Peut-être c'est une cardiopathie congénitale. Très bien, ça peut être une cardiopathie congénitale. Un patient en état de choc qui présente une hépatomégalie. Donc, chez la triade, donc vous suspectez une insuffisance cardiaque, c'est ça? Oui. Donc, la triade chez nouveau-né, tachycardie, hépatomégalie et cardiomégalie. On va voir la radio après. Donc, on va toujours chercher le profil mourant, sont bien perçus ou pas, et la tension en cas de membre. S'il y a une différence de saturation et de tension au niveau du membre inférieur par rapport au membre supérieur. Mais, ok, je vais. Le pneumothorax, hein, est-ce qu'on peut éliminer un pneumothorax? On ne peut pas l'éliminer. Ah, comment on fait? Donc, vous avez des signes de pneumothorax? Vous avez des signes de pneumothorax. Vous avez un TLC qui est longé, un mauvais état hémodynamique, avec un poids qui est à 2,5 cm. Donc, ça peut être une ptose hépatique. Si on a, il y a un écho qui واحد سكر لك ما عادش شكون جاي ليكو هذا. Bien, donc, قلنا le pneumothorax, il y a des signes de pneumothorax ici. Donc, vous avez un patient qui est en stress respiratoire, qui est en hypotence, TRC allongé, mauvais état hémodynamique. Vous avez un foie à 2,5. Ça peut être une ptose hépatique. Donc, s'il y a un pneumothorax à droite, il va comprimer et pousser le foie en bas. Donc, ça peut être un pneumothorax. Hein? Dans ce cas, on peut faire le test de transélimination. On va éliminer, on va mettre une source de lumière froide au niveau de l'hémithorax droit. Et Hello? Monsieur, Oui, un monsieur. instant. Oui, monsieur le Soutras. Ah, صوت قص. Donc, شو سمعتوا بالضبط؟ خلطنا transillumination. علاش Lumière froide. Ah, Lumière froide. la transillumination, si on suspecte un pneumothorax, on va mettre une lumière, source de lumière froide au niveau du thorax, qui va, s'il y aura un pneumothorax, on va l'hémithorax concerné s'illuminer, إشعل بالأحمر. Ok. S'il y a un pneumothorax important, ça serait plus évident. Ok. Oui. Oui. C'est Mais, bon. c'est le diagnostic le plus probable à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après?
Radiothorax, gaz de sang. Donc, quels sont les deux examens indispensables à faire? Radiothorax et gaz de sang. Radiothorax et gaz de sang. Ce sont deux examens complémentaires à faire devant toute détresse respiratoire. OK. Gaz de sang et la radiothorax. Mais quoi encore? Mais la radio de notre patient. هاي شكون يشوف لنا راديو شفاه هاي هاي فورازين هاي فورازين. Oui, monsieur, je suis là. Tu es là, ok. Donc, interprète la radio. هاي عادية. ايش بيك؟ C'est quoi ce cliché? C'est de mauvaise qualité. C'est un cliché de radiothorax de face. C'est un radio thoraco-abdominal. Thoraco-abdominal de mauvaise qualité. Ok, bien. C'est un cliché de cliché standard thoraco-abdominal, donc de mauvaise qualité. Il est coupé. L'abdomen il est coupé et les clavicules ne sont pas bien dégagées, de mauvaise qualité. Ok. Peut-être l'image elle est photographiée à calèche. Donc elle n'est pas symétrique, peut pénétrer et couper. Sinon, ok. Donc, comme la clarté gastrique est en place. La clarté gastrique est en place. Je ne l'ai pas surtout. La sonde gastrique, elle est en place. Elle arrive jusqu'à l'ampoule. Mais sinon, c'est un pneumothorax, c'est un thorax qui est ratatiné. On va interpréter contenant, contenu. Donc, le contenant, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de malformation osseuse, il n'y a pas de côte bifide ou de autre malformation. Le thorax, le poumon, il y a des microorganités diffuses avec bronchogramme aérien et le poumon il est ratatiné. On voit 6 espaces intercostales ici. Donc, et les bords du cœur sont flous. Donc, ça évoque quoi? Maladie des membranes hyaliques. Stade, grade combien? 3. Stade 3, très bien. Sinon, les autres hypothèses, vous voyez la sonde d'intubation ici. Et ici, c'est le cathétérisme de la veine ombilicale, hein, qui est intracardiaque, il faut un peu retirer un peu. Hein. Mais ici, la sonde gastrique qui arrive jusqu'à l'estomac. Donc, c'est une. Est-ce qu'on peut éliminer l'infection? Non. Non, car l'infection peut donner un tableau de MMH. Il n'y a pas de tableau ni spécifique, clinique spécifique, ni un aspect radiologique spécifique à l'infection. OK. Mais, en tout cas, j'ai d'autres questions. Monsieur, s'il vous plaît, le bronchogramme aérien fait le cliché. Oui, là. En fait, le bronchogramme, c'est une opacité, une clarté au sein d'une opacité. Les microorganités sont des petites alvéoles qui sont collabées, okay, qui va donner cette opacité. Lorsque ces opacités sont plus confluentes,
voit un bronchogramme aérien, donc une opacité, et la branche sera visible, elle sera claire. Ok, elle sera comme une clarté au sein d'une opacité. Merci. Donc ici, par exemple, ici c'est un programme aérien. Si la radio elle était très mauvaise, on peut pas. Bon. Le stage malajé, il des opacités. C'est un programme aérien. Mais sinon, cette radio évoque quoi? واحد برك يتكلم اي اسمع نعرفش مسيو ما تعرفش مسيو فاش تراه انتربريت لا راديو اسمع دحمان اي اسمع qu'est-ce que vous voyez les intestins dans le thorax. Et c'est très bien. Vous voyez des intestins au niveau du thorax. Donc, quel est ce diagnostic? Hernie. Hernie? مش hernie. Hernie هي بتاع hernie inguinale. Hernie de quoi? Hernie diaphragmatique. صحيح. انتقل للآخر. C'est une hernie diaphragmatique. Vous voyez que tout l'intestin est remonté vers le thorax et il comprime tout le médiastin qui est dévié vers le côté contralatéral. Ok. Si c'est l'aspect typique, d'un nouveau-né en salle de naissance qui présente une hernie diaphragmatique. Donc, qui peut me décrire l'aspect de l'hernie diaphragmatique? L'examen clinique d'un nouveau-né en salle de naissance suspect d'hernie diaphragmatique. Shaimay Ruiz. Un abdomen plat. Très bien, un abdomen plat. En bateau, ça est-ce que le bateau elle est en bateau? Hein? Quoi encore? À l'auscultation, on trouve une déviation des bruits de cœur à droite. À l'inspection, vous voyez que le thorax, elle est bombé. Oui. Le thorax, le thorax gauche qui est bombé. Et à l'auscultation, on aura une déviation du bruit. Déviation du bruit de cœur à droite. Vers le côté contralatéral. Donc, c'est une hernie diaphragmatique jusqu'à preuve du contraire. On doit donc intuber rapidement le malade. Mais, radio هي متاع شنو؟ Marie, Othman. On voit cet aspect évoque atrésie de l'œsophage parce que la sonde gastrique est roulée dans la cavité œsophagique. Enroulée dans le cul-de-sac supérieur. Oui. Il y a deux cul-de-sac supérieur et cul-de-sac inférieur. Et pourquoi on voit de l'air au niveau de l'abdomen? Fistule oesotrachéale. Très bien. Cette atrésie de l'œsophage, elle est associée à une fistule oesotrachéale. Très bien. Donc,
la flèche blanche. Vous voyez les flèches blanches? Oui. Donc, elle lui montre quoi, la flèche blanche? Fistule. Comment? Fistule. Le fistule peut être... Malformation vertébrale. Très, très bien. C'est une malformation vertébrale. Ça va entrer dans le syndrome deux syndromes qui peuvent être associés, donc atrésie de l'œsophage, c'est le syndrome de charge et le Bactéret. C'est un acronyme. Bactéret, anomalie vertébrale, en perforation anale, anomalie cardiaque, un teint trachéo-œsophagien, ou malformation rénale et agénésie du rayon radial. Ok, ouais, le syndrome de charge peut donner tout à fait ce syndrome. Colobon, malformation cardiaque, atrésie coate, haute d'œsophage, anomalie rénale, des organes génitaux, une surdité avec des oreilles de forme particulière qui sont mal enrôlées, etc. Mais, donc, toujours vérifier. En plus, si on a une atrésie de l'œsophage, s'il y a d'autres malformations associées, ce bébé peut avoir une malformation cardiaque. Là. Ok, des malformations vertébrales. Ils peuvent être lui-même, il peut avoir une atrésie de l'anus, atrésie anale, une perforation anale. Ok, donc toujours vérifier s'il y a une atrésie de l'œsophage, s'il y a d'autres malformations associées. Ici, la classification de l'atrésie de l'œsophage. La première, les deux formes qui sont les plus fréquentes, c'est le type 3, le type 1. Le type 3, comme on a montré, il y a sur le cul-de-sac supérieur avec une fistule œsotrachéale au niveau du cul-de-sac inférieur, la fistule. Et le type 1 sans fistule. Donc, le type 1, comment on va voir, l'abdomen, il est absence d'aération gastrique. Absence d'aération digestive. Très bien. On aura un enroulement de la sonde en haut et absence d'aération. C'est évoque le type 1. Très bien. Sinon, atrésie de quoi? Donc, c'est une... bon. Ici, ce sont un bébé atteint d'une atrésie de quoi? Donc, pour donc l'aspect clinique, comment il va être cliniquement? Aïe. Il ne va pas pouvoir respirer à bouche fermée. Très bien. Il va être cyanosé. C'est un patient qui se cyanose, qui est cyanosé, mais lorsqu'il crie, il pleure, il rosit. Avec une respiration en batracien. C'est de la respiration bruyante. Donc, comment on va faire pour l'aider? Et la prise en charge en urgence, c'est quoi? On va mettre en place une canule de Maillot. Très bien. On va garder la bouche ouverte en plaçant une canule de Maillot ou canule de Gödel et mettre une sonde gastrique à côté de cette canule pour l'alimentation. Ok. Et ensuite, on va faire les explorations, les traitements. Hein. Ok. Non, comme d'autres questions. Donc, vous avez vu tout. Monsieur. Oui. Ici, c'est la radio de quoi? Chez Maroui, c'est? On voit une hyper clarté de l'hémisphère droit. Avec une déviation contralatérale du cœur. Donc, c'est vous quel diagnostic? D'un pneumothorax. Pneumothorax. Ici, c'est le léseré. Donc, ici, c'est un pneumothorax de grande abondance. Ce que vous voyez ici, c'est le poumon qui est comprimé et pas le pneumothorax. Ce triangle-là. Mais, donc, on va faire l'insufflation. Ici, c'est le syndrome de Pierre-Robin. Donc, c'est une triade, péritognatisme, glossoptose et fente palatine.
Ok. Oui, vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui. في الكا كلينيك الباسيون تاعنا بقانا دوز ايتيولوجي انفكسيون والا مالادي دو ممبران يالين اسكو اوتوماتيكمون نعطيو انتيبيوثيرابي والا نستناو سي ار بي؟ Très bien, c'est une très bonne question. Hein. Donc, on a un bébé il est suspect d'infection. On a un risque. Donc, on doit toujours et systématiquement et le plus précocement possible mettre sous antibiotiques. Ok, on va pas attendre que le CRP ou le bilan inflammatoire arrive ou le bactériau pour mettre l'antibiotique chez ce nouveau-né. Il va mourir avant même que le bilan arrive. Vous m'avez compris ou allez? C'est une urgence thérapeutique de le mettre. Hein? Donc, comment on va mettre un KTVO, on va donner du surfactant par la sonde d'intubation et mettre sous antibiotique. Ok, le patient تاعنا كيف شغل ها. ميتو ولا؟ Donc, il est intubé, ventilé, il est bien rose, il a rosé, le temps تحسن برشا ولا؟ Il a reçu son surfactant وتحسن مليح. Tension règle, court tension, température elle est normale et dextro corrigé. ولا هو يتحرك ولا يبكي ها. باهي. باهي هاي. Vous avez d'autres questions? Monsieur. Oui. Monsieur, احنا اللي عملنا معاك بارد البارح عملنا لي سورفيونس وقتين نجموا نجيبهم لك صحاهم. يعني كل ما موجود. Bien sûr, face bien. Hein. Mais l'équipe de vendredi dernier, le vendredi dernier, on n'a pas fait de garde. Hein.